Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de l'actu. Je suis Rémi Gaudin Et je suis Chloé Salomé-Zeringer. et aujourd'hui on va donc traiter d'un sujet concernant la prévention et la maîtrise des dépenses de sécurité sociale. Alors en 2025, la sécurité sociale fête ses 80 ans, mais ses comptes accusent un déficit récurrent, près de 14 milliards d'euros pour la seule branche maladie. Dans ce contexte de contraintes budgétaires et de vieillissement démographique, la prévention est de plus en plus présentée comme un pari gagnant. Finalement, la maxime prévenir plutôt que guérir permettrait à la fois d'améliorer la santé des citoyens et de contenir la dynamique des dépenses. Mais qu'est-ce qu'on entend par prévention? Alors, pour revenir à une définition simple, la prévention, c'est l'ensemble des mesures qui sont destinées à éviter un événement qu'on peut prévoir et dont on pense qu'il entraînerait un dommage pour l'individu et ou pour la collectivité. On peut distinguer trois types de prévention. Tout d'abord, la prévention primaire, qui consiste à éliminer ou réduire les facteurs de risque à la source. Ensuite, la prévention secondaire, qui consiste à diminuer la prévalence d'une maladie. Et enfin, la prévention tertiaire, qui vise à réduire la progression d'une maladie et éviter les complications d'une maladie qui est déjà survenue. On peut noter qu'aujourd'hui émerge la notion de prévention quaternaire, qui concerne l'ensemble des soins palliatifs auprès des malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs. On peut par ailleurs effectuer un distinguo entre la prévention universelle, qui pourrait concerner l'ensemble d'une population et l'ensemble d'un pays, d'une nation, tous les concitoyens, ou alors une prévention plus sélective, plus ciblée, qui donc concerne un groupe cible préidentifié. On le disait, en 2025, les dépenses de la sécurité sociale française atteignent près de 650 milliards d'euros, dont plus de 250 milliards d'euros pour la seule branche maladie. Le régime général affiche un déficit de 11,6 milliards d'euros, selon les dernières prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette trajectoire est donc préoccupante dans un contexte de vieillissement de la population et de forte progression des maladies chroniques. Face à ces tensions structurelles, la prévention est de plus en plus perçue comme une réponse stratégique qui permettrait d'alléger la pression sur les dépenses de santé. Le rapport chargé-produit de l'assurance maladie pour 2026 estime ainsi que certaines actions ciblées pourraient générer des économies allant jusqu'à 80 millions d'euros par an. De son côté, la Cour des comptes rappelle qu'un gain d'espérance de vie en bonne santé chez les plus de 65 ans permettrait une économie d'1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie. Pourtant, la montée en charge de la prévention comme levier de maîtrise des dépenses ne va pas de soi. Sa réussite suppose des conditions strictes ou encore des dispositifs de financement pérennes. Ainsi, il s'agit non seulement d'investir en amont, mais aussi de s'assurer que ces investissements se traduisent par des effets mesurables sur la santé publique et sur les finances sociales. Dès lors, on peut s'interroger à quelles conditions la prévention peut-elle devenir une dimension majeure de la maîtrise des dépenses de sécurité sociale. Dans un premier temps, on va donc voir quelles sont les conditions d'efficacité de la prévention, en montrant qu'il faudrait peut-être que le système se transforme pour que la prévention soit davantage systémique plutôt qu'additionnelle. Et dans un second temps, on va voir comment faire en sorte que la prévention soit plus durable, soit plus soutenable, c'est-à-dire investir véritablement aujourd'hui pour transformer demain. Mais alors Rémi, pourrais-tu nous en dire plus sur les conditions d'efficacité de la prévention? Oui, Chloé Solamé. Tout d'abord, afin de rendre la prévention plus efficace, il convient de l'orienter davantage vers les pathologies à fort enjeu, afin de répondre aux difficultés posées par un financement éclaté et des publics qui sont difficiles à cibler. Tout d'abord, il faut montrer que les dépenses en prévention souffrent d'un éclatement des financements et sont encore trop peu investies par les différents acteurs. Les principaux financeurs de la prévention sont l'État, les collectivités territoriales, l'assurance maladie, les complémentaires et les entreprises. Il y a donc une variété de financeurs à tous les niveaux. D'après le panorama santé de l'adresse, en 2023, les dépenses de prévention hors Covid-19 s'élevaient à 7,5 milliards d'euros. On a souvent aussi le chiffre de 2,2% de dépenses courantes en santé qui concernent de la dépense courante en santé qui concerne la prévention. Ces montants, ils restent quand même faibles par rapport à la croissance des dépenses de soins. Par ailleurs, l'éclatement, il peut aussi nuire à l'efficacité des investissements qui sont réalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on va toucher beaucoup de monde dans divers pans de la société, mais finalement sans résultat très significatif. Alors qu'en fait, si on regarde les chiffres, les dépenses de santé, elles se concentrent majoritairement sur quelques postes
dont par exemple les dispositifs d'affection longue durée qui touchent 13 millions de Français, donc évidemment pas l'ensemble des assurés, mais qui supportent à eux seuls entre 60 et 66% des dépenses de l'assurance maladie. Par ailleurs, le public qui est concerné par ces maladies chroniques, il est souvent âgé, éloigné des comportements préventifs, parfois aussi moins réceptifs aux messages de prévention. Il y a donc un défi de captation de ces publics en ALD. Aussi, il convient de se demander s'il ne serait pas plus pertinent d'investir davantage en réalisant un ciblage des pathologies ou des groupes de patients à enjeu. Il est estimé que 1,8 million de nouveaux cas de pathologie chaque année, dont une part importante en affection longue durée, peuvent être attribués à un manque de prévention. Et donc, pour répondre à cet état de fait, on pourrait par exemple cibler davantage certaines pathologies coûteuses par les dispositifs de prévention. Par exemple, dans le rapport chargé-produit de la CNAM, il y a une préconisation qui est effectuée donc, sur un dépistage ciblé du diabète de type 2 pour les 45-50 ans à risque, avec une économie qui est estimée à entre 30 et 40 millions d'euros par an. Il convient aussi de renforcer davantage l'aller vers, avec des campagnes de dépistage, par exemple dans les quartiers les plus défavorisés, en milieu scolaire, auprès des populations les plus vulnérables. Mais Claude Salomé, comment faire pour que ces actions soient réellement efficaces avec une telle variété d'acteurs ? Eh bien, tout simplement, Rémi, en structurant sa gouvernance. Dans un rapport sur la politique de prévention en santé de 2021, la Cour des comptes pointait le fait qu'il y a trop d'acteurs qui sont impliqués dans la prévention, qu'il n'y a pas assez de liens entre eux et qu'il y a aussi beaucoup trop de plans prévention. Donc on vous en a mis quelques-uns sur le slide. Sans coordination, en fait, les actions de prévention, elles restent beaucoup trop fragmentées, redondantes, inégalement appliquées. Elles risquent en tout cas d'être inefficaces et peu rentables pour la sécurité sociale. Or, dans le dernier rapport chargé-produit pour 2026 de l'assurance maladie et également dans le rapport pour le redressement durable de la sécurité sociale, il est souligné que la prévention, pour être efficace, doit mettre en place une gouvernance partagée. La CNAM propose donc de créer en fait une coalition des financeurs et des acteurs mobilisés en faveur de la prévention qui associerait aussi bien l'assurance maladie obligatoire que les complémentaires santé, les entreprises ou encore les collectivités pour éviter justement cette fragmentation et pour mieux coordonner les priorités stratégiques en termes de prévention. Cette coalition pourrait se réunir tous les 2 ans et couvrirait notamment les politiques de dépistage et de vaccination. La CNAM, pour qui la prévention est la grande cause de la décennie, mentionne que les politiques de prévention doivent aussi être portées par différents lieux de vie, le milieu scolaire, le travail, le territoire. Et les 3 hauts conseils approuvent cette idée en juillet 2025 parce que la prévention suppose d'agir sur tous les déterminants, pas uniquement le médical, mais aussi tout ce qui concerne l'alimentation, le logement, le travail, l'environnement. Et donc, cela mobilise absolument toutes les politiques publiques et tous les acteurs sociaux. Donc, en plus de l'action de l'assurance maladie, les employeurs pourraient agir encore plus en prévention en santé au travail. Les collectivités pourraient agir sur l'éducation, les complémentaires sur l'accompagnement ou, pourquoi pas, les incitations financières. Et selon l'assurance maladie, sans action portée par tous les acteurs, ce serait près de la moitié de la population qui pourrait souffrir d'une pathologie chronique qui aurait un coût certain. Par ailleurs, donc, pour structurer cette gouvernance et pour coordonner l'action des acteurs dans le temps, il faut aussi un cadre financier qui soit stable. Et pour cela, il faudrait tendre vers un financement pluriannuel, contraignant, et non pas en fait, des actions un peu au coup par coup, comme on peut les connaître en termes de prévention, avec un arbitrage finalement comptable à court terme. Donc il faudrait rompre avec cette logique et le rapport des 3 hauts conseils justement insiste sur cette notion de vision pluriannuelle à avoir en termes de prévention. Alors bien évidemment, le retour sur investissement, il n'est pas immédiat, on est plutôt sur du moyen et du long terme et c'est ça qui fait justement, en tout cas qui peut faire hésiter le politique à investir dans la prévention qui pourtant nécessite vraiment une vision très structurelle. Donc, dans le rapport charge-produit pour 2026, la CNAM précise justement qu'il y a un effort de 19,5 milliards qui doit être fait à l'horizon 2030. Et l'un de ces leviers à activer, c'est justement cette politique de prévention qui pourrait permettre en fait une économie de 500 millions d'euros d'ici 2030. Notamment en misant sur tout ce qui est prévention secondaire et tertiaire pour limiter le coût des maladies chroniques.
La prévention peut devenir donc une dimension majeure de la maîtrise des dépenses en réduisant à moyen terme la prévalence des maladies chroniques, les hospitalisations qui restent évitables et les coûts liés aussi à la perte d'autonomie grâce justement à cette gouvernance beaucoup plus structurée. Mais en parallèle de l'instauration de cette gouvernance, il faudrait aussi mieux impliquer les différents acteurs de terrain dans la prévention. Parce que dans le rapport justement sur le redressement durable de la sécurité sociale, on lit que les médecins, certes, ils sont bien évidemment impliqués dans la médecine, mais ils sont plus en fait sur du curatif et moins sur le préventif. Donc il y a des actions à mener pour faire en sorte que cette prévention soit beaucoup plus structurelle. Et on a 4 leviers qui peuvent être mobilisés. Le premier, ce serait en fait de dégager du temps médical. Alors c'est déjà un peu ce qui peut se voir sur des politiques de vaccination. On va déléguer des tâches aux infirmiers, on va déléguer aux pharmaciens. On a aussi l'idée de créer de nouveaux métiers. Et là, la CNAM en fait, propose de développer ce qu'elle appelle des référents parcours ou des infirmières prévention, coordination pour assurer le suivi en fait, des patients en maladie chronique. Et en fait, ce type d'action, ça permettrait en fait, aux médecins de se dégager du temps pour leur mission vraiment clinique de prévention ciblée. On pourrait aussi penser à déployer des outils numériques comme Mon Espace Santé. Et là, en fait, ça permettrait en fait, de libérer aussi du temps médical pour de la prévention active. Le deuxième levier qu'on pourrait mobiliser, ce serait de mettre en place des incitations et aussi des limites financières. On peut penser par exemple à la majoration de prévention qui est inscrite dans la Convention médicale 2024-2029, parce que dès 2026, il y a 15 indicateurs de prévention qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire l'objet d'une rémunération pérenne ou temporaire de performance selon l'évolution des recommandations en santé publique. Et chaque indicateur pourra en fait valoriser ou majorer le forfait médical du médecin traitant du patient. Donc il semble aussi indispensable de poser certaines limites financières également, à savoir lutter contre en fait, les dépassements d'honoraires qui peuvent être mis en place par certains spécialistes, notamment en termes de prévention quand on parle des mammographies, des coloscopies. Le troisième levier qu'on pourrait aussi mettre en œuvre, ce serait de mieux former les praticiens à la prévention pour qu'elles deviennent automatiques. Et là, le HCAM préconise d'intégrer beaucoup plus les systèmes de prévention dans la formation médicale et paramédicale pour sensibiliser au plus tôt les médecins ou les futurs médecins. Et on pense aussi à mieux impliquer les pratiques cliniques préventives dans le champ des professionnels de santé. Et là, en fait, je pense par exemple à ce qui se passe en Angleterre, dans les hôpitaux, avec le principe qui s'appelle Making Every Contact Count, le programme MEC, où en fait, on tire parti de toutes les occasions d'une rencontre entre un professionnel de santé et un patient pour justement sensibiliser ce dernier aux pratiques qu'il a dans sa vie courante, qu'il s'agisse par exemple de prévention primaire. Si on a une personne qui est en situation de surpoids ou d'obésité, le professionnel de santé pourrait en fait encourager cette personne à aller vers des ateliers nutrition, des activités physiques qui sont proposées par la collectivité. Et le professionnel pourrait aussi orienter cette personne vers l'accès des consultations spécialisées. Et ce type de démarche est actuellement en cours d'ouvrage, on va dire, en France, depuis janvier 2025, parce qu'il y a 100 établissements de santé qui ont été retenus par les ARS pour mettre en place ce type de dispositif qui devrait être généralisé à partir de 2026. Et enfin, le dernier levier qu'on pourrait mobiliser pour mieux inclure les professionnels de santé, c'est de mieux impliquer la médecine du travail. En 2021, la Cour des comptes souligne que cette médecine du travail représente 30% des dépenses dites institutionnelles de prévention et elle ne s'ouvre pas encore assez finalement aux missions de prévention globale et systématique. Et là, le HCFIP recommande d'aller beaucoup plus loin dans cette politique en incluant notamment toutes les dimensions organisationnelles et managériales, notamment pour lutter contre les RPS. L'assurance maladie, de son côté, préconise aussi d'instaurer une demi-journée de dépistage au sein des entreprises pour de la vaccination, par exemple, ou du dépistage de cancer. Et en fait, ces dépistages seraient pris en compte, non pas par l'assurance maladie, mais par les entreprises. Donc ça, c'est une démarche qui est actuellement en cours de réflexion et de développement. Donc, après avoir étudié les conditions d'efficacité pour faire justement de la prévention une source majeure de maîtrise des dépenses de la sécurité sociale, on peut se questionner sur la manière d'assurer la pérennité nécessaire à la prévention. Et là, Rémi, est-ce que tu as des pistes à nous suggérer ? Oui, Chloé Salomé.
Alors, on va voir dans un second temps comment faire pour qu'on mette en place un système préventif finalement qui soit véritablement durable, véritablement soutenable, c'est-à-dire donc investir aujourd'hui pour transformer demain. Alors, pour ce faire, il convient dans un premier temps d'assumer la logique d'investissement. L'investissement dans la santé, dans la prévention en santé, pardon, il se révèle non seulement bénéfique pour la santé publique, mais aussi économiquement crucial à long terme. La prévention, elle a des impacts financiers qui sont importants si on se réfère aux actions qui ont déjà été lancées, ainsi qu'aux études prospectives. Ainsi, si on se penche sur le cas du tabagisme, les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte anti-tabac entre 2016 et 2020, elles rapportent en moyenne 7 € en dépenses de santé pour chaque euro investi, tout en évitant environ 4 millions de cas de maladies chroniques selon Santé publique France. Aussi, le dispositif du mois sans tabac, il permettrait à lui seul d'économiser environ 94 millions d'euros pour un coût estimé à environ 12 millions d'euros. Aussi, les travaux économiques sur les différents facteurs de risque estiment que dans un scénario ambitieux qui a été mis en avant par le cabinet Asterès en 2023, la France pourrait économiser environ 16 milliards d'euros par an en dépenses de santé en investissant aujourd'hui massivement dans la prévention, tout en gagnant évidemment plusieurs années de vie sans maladie chronique pour ses citoyens. Donc face à des trajectoires de forte évolution des patients ALT, 18 millions en 2023, et à la tension que ça engendre sur les finances de l'assurance maladie, il apparaît urgent donc de rentrer pleinement dans le virage préventif. Alors, afin de rentrer pleinement dans le virage préventif, il faut investir massivement dans la prévention. Cet investissement, évidemment, à court terme, il produira des effets que dans le long terme. Pour l'instant, la Cour des comptes souligne que la part du PIB qui est affectée à la prévention, elle demeure assez faible et difficile à mesurer précisément. On l'estime aux alentours de 0,63% du PIB. D'où la recommandation qu'a effectuée la Cour en 2021 d'identifier et d'adosser à l'ONDAM un objectif de prévention. Par ailleurs, la CNAM, parmi les 60 propositions qu'elle a effectuées pour la préservation du système d'assurance maladie, dans ces propositions, plusieurs portent sur un renforcement significatif des moyens pour la prévention institutionnelle, pour l'éducation, pour l'accès au dépistage ou encore au vaccin. On peut noter néanmoins que des efforts quand même sont faits du côté de l'État, donc un des acteurs institutionnels de la prévention. Par exemple, dans le projet de loi de finances pour 2025, on a une jaune budgétaire dédiée à la prévention en santé qui explicite toutes les dépenses en prévention et qui identifie plusieurs priorités, comme par exemple la perte d'autonomie. Ça témoigne donc d'une volonté des acteurs, mais néanmoins, les montants inscrits demeurent faibles. Il convient donc, on le disait, d'assurer la pérennité des financements, que les actions engagées ne soient pas ponctuelles, dépendantes de crises comme on l'a vu pendant la Covid-19, ou de priorités politiques qui peuvent être par ailleurs changeantes, mais que tout ça soit pleinement intégré dans la construction des budgets nationaux et locaux. Mais assurer l'investissement, ça ne suffit pas pour pérenniser un système de santé davantage axé sur la prévention. Il faut aussi engager un véritable travail sur la cohérence entre prévention et pertinence des soins. Le rapport commun des 3 hauts conseils de 2025, donc pour un redressement durable de la sécurité sociale, souligne que la pertinence des soins et le bon usage des soins constituent un levier majeur des maîtrises de dépenses de santé. Donc ça concerne l'évitement des prescriptions redondantes, les hospitalisations évitables. Toutes les économies réalisées de ce point de vue-là pourraient être réorientées vers des actions de prévention plus efficaces, dépistage, vaccination, etc. Donc articuler prévention et pertinence des soins, c'est s'assurer que chaque euro dépensé en santé, il produit un bénéfice réel. Et si ce n'est pas le cas, c'est repenser la manière d'envisager le soin afin d'investir davantage dans des mesures préventives qui ont un haut rendement médico-économique plutôt que dans des soins qui sont finalement peu efficaces. La recherche des dépenses efficientes doit donc être une priorité majeure afin de maîtriser les dépenses en santé. Et puis, c'est aussi rendre les parcours de soins plus pertinent en y intégrant la prévention. Donc finalement, il faut faire en sorte que la prévention soit une composante majeure de la pertinence des soins parce qu'elle permet évidemment d'éviter les complications coûteuses. Aujourd'hui, les actions préventives, elles sont gérées à part des parcours de soins. La CNAM recommande donc de les adosser systématiquement au suivi des patients afin que la prévention, elle soit plus seulement perçue comme une option, mais véritablement comme une étape normale du soin. Par ailleurs, la CNAM, dans le rapport chargé produit pour 2026, insiste sur la nécessité de lier la prévention et le suivi des pathologies chroniques, avec par exemple la mise en place d'un parcours de prévention.
On peut prendre un exemple avec un patient diabétique, donc qui doit évidemment bénéficier d'un traitement adapté, mais aussi d'un accompagnement nutritionnel et d'une éducation thérapeutique qui relève dans ce cas de la prévention secondaire et tertiaire. Donc lier prévention et suivi des pathologies chroniques, c'est transformer le soin en un parcours qui soit intégré et préventif, qui anticipe les complications plutôt que de les subir. C'est donc à la fois un gain en matière de santé publique et une condition de la soutenabilité financière de l'assurance maladie. Par ailleurs, on pourrait envisager l'ajout, la création plutôt d'un nouveau statut pour les patients, un statut risque chronique, donc qui serait préliminaire au statut d'affection longue durée. Et quand les patients entreraient dans ce parcours, ils seraient donc dans un parcours qui serait beaucoup plus suivi, afin d'éviter leur bascule en affection longue durée. Donc voilà, ce serait véritablement anticipé sur la bascule en affection longue durée. Mais Chloé Salomé, n'y a-t-il pas aussi besoin d'un changement profond dans les comportements sociaux pour assurer finalement la réussite du virage préventif? Oui, tout à fait, Rémi. En fait, on se rend compte que la prévention, elle est considérée souvent par les usagers ou les citoyens comme étant très intrusive. Et là, on vous a mis une citation de Pierre Laroque. Et donc, on vous laisse la lire. Juste, en fait, ce qu'il faudrait noter, c'est l'idée d'efforts à fournir, d'efforts constants à fournir en termes de prévention. Et en fait, cet effort, il pourrait passer par des taxes comportementales, notamment, qui pourraient produire évidemment à court terme un effet sur les recettes, mais surtout à moyen long terme, ces taxes ont vocation à faire changer les comportements des usagers et des citoyens. Donc le produit de ces taxations, il est actuellement affecté à l'assurance maladie. On pense par exemple à la contribution sur les boissons contenant du sucre ajouté qui rapporte 486 millions d'euros ou les boissons contenant des édulcorants qui rapportent 47 millions d'euros. Et selon le HCAM, en fait, l'efficacité de ces taxes, elle est vraiment accrue quand elle s'inscrit dans une stratégie globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement en fait, encadrer les prix et taxer ces produits, mais il faut agir aussi sur leur distribution, sur la publicité, le Nutri-Score, la réglementation. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour que ce soit très efficace. Et ce qui fonctionne aussi, c'est le fait de taxer durement, fortement. C'est-à-dire qu'il faut que ces taxations soient répétées et soient lourdes. Et là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, pour le tabac, avec la hausse régulière et assez conséquente des prix du paquet de cigarettes. Il ne faut pas perdre de vue, par contre, que l'objectif, c'est bien un objectif de santé publique qu'il faut tenir. Et ce n'est pas un objectif de rendement. Donc, l'idée, c'est de réduire l'assiette de ces produits, en fait. Donc, on peut dire par exemple qu'au vu de la très mauvaise situation de la France par rapport à sa consommation d'alcool, avec un coût social qui a été estimé par la DG Trésor à 15 milliards d'euros et un nombre de décès imputés à l'alcool autour de 49 000 par an, il y a une réforme fiscale qui devrait être menée pour instaurer peut-être un prix minimal par unité d'alcool et ça pourrait être une priorité en termes de prévention. En effet, on voit qu'il y a une enquête aussi de l'OCDE qui a été menée là-dessus et pour qui justement la prévention en termes d'alcoolisme en fait, a non seulement un impact sur l'espérance de vie, parce qu'en fait on gagne une année en 30 ans, mais aussi ça a un impact sur les dépenses de santé non négligeables, parce que le gain est estimé à 2,8 milliards d'euros par an. On pourrait en dire autant d'ailleurs sur la hausse de l'obésité, du surpoids qu'on a aussi en France, qui touche notamment les jeunes et qui est en fait, ce surpoids est créateur de maladies cardiovasculaires qui augmentent chez le jeune public aussi. Et donc on pourrait aussi penser à une taxation sur les produits très gras, très sucrés, encore plus que ce qu'on voit, parce qu'en fait on se rend compte qu'une baisse de 5% des prévalences des facteurs de risque modifiables, qu'il s'agisse vraiment du tabac, de l'alcool, du surpoids, de l'obésité, en fait, ça représente une dépense publique de 30 milliards d'euros, mais ça permettrait aussi une économie de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Donc, un moyen également de responsabiliser les usagers, et ce serait peut-être de passer par Mon Espace Santé, donc l'outil numérique, parce qu'à l'heure actuelle, on a 97% des assurés qui ont un compte et on en a 20 millions qui ont été activés en moins de 3 ans.
Donc peut-être que la mise à disposition sur cet espace numérique d'un tableau de bord qui synthétiserait en fait les principales actions de prévention que chacun devrait connaître. Donc ce serait en fait chaque assuré qui sur son compte aurait accès justement à ce tableau de bord pour voir où il en est dans ses vaccins, où il en est dans la réalisation de tous ces actes préventifs, et qui l'inciterait de lui-même en fait à aller vers les professionnels de santé pour mener à bien en fait ces parcours de prévention. Par ailleurs, on peut aussi lire que les 3 hauts conseils préconisent de responsabiliser d'une autre manière les usagers par une rémunération citoyenne sur objectifs de santé publique. Ça consiste en fait en un bonus financier qui récompenserait les gens qui s'inscriraient pleinement dans un parcours préventif, et ça pourrait passer en fait par une moindre franchise ou alors le versement d'une prime. Par contre, cette solution n'a pas été retenue dans le rapport charge-produit pour 2026, et elle a notamment été mise de côté par nombre de syndicats, et ce pour 2 raisons. La première, en fait, c'est qu'il est extrêmement difficile d'évaluer ce bonus-malus et de le répartir entre le consommateur, le producteur, le distributeur, tous les gens qui sont impliqués dans la mise à disposition de produits nocifs. Mais en plus, il y a une possibilité finalement de renforcer les inégalités sociales, parce que les gens qui auraient le bonus seraient les gens qui seraient déjà inscrits dans un parcours de prévention, et ceux qui auraient un malus seraient les gens, les personnes en situation de fragilité, à enjeu, dont on parlait au début de notre exposé. Et donc, ça risque de renforcer ces inégalités. Le gradient social, il reste encore très marqué. En matière de nutrition, il y a une enquête qui a été menée par la DREES et qui prouve qu'il y a 7% des enfants de 10 ans de cadre qui sont en surpoids, mais il y en a 16% chez les enfants d'ouvriers du même âge. Donc il faut vraiment rester très vigilant face à ces mesures, et peut-être que justement la responsabilisation sur ce type de mesures serait plus pour des personnes qui sont déjà inscrites dans un parcours de prévention, et les personnes à enjeu, il faudrait peut-être un peu plus aller sur de l'accompagnement. Donc finalement, pour conclure, on peut dire que la prévention pourra jouer un rôle vraiment structurant que si elle cesse d'être un ensemble d'actions vraiment sporadiques et ponctuelles pour devenir un véritable levier systémique qui s'inscrit au cœur du pilotage de la sécurité sociale. Et à cette condition seulement, et en l'abordant comme un investissement présent dont les bénéfices se mesureront à moyen et à long terme, elle pourra vraiment contribuer à la durabilité et à la soutenabilité des finances sociales. Pour cela, on vous rappelle en fait les conditions qu'on a évoquées dans notre exposé. Et c'est vrai que reste quand même la question de l'évaluation des politiques de prévention, parce qu'effectivement, dans son rapport de 2021, la Cour des comptes insistait sur le fait qu'on n'avait pas assez d'évaluation sur ce type de politique. Et là, en fait, on peut lire que la Haute Autorité de Santé tente d'apporter une réponse là-dessus, puisque dans sa stratégie 2025-2030, elle mise vraiment sur la prévention, et elle a l'ambition de, je cite, donner une nouvelle impulsion aux évaluations économiques pour fournir aux décideurs publics l'éclairage le plus utile sur l'efficience des dépenses de santé, y compris celles de prévention. Donc, c'est une affaire à suivre. Nous vous remercions pour votre écoute et nous sommes prêts à répondre à vos questions.